Il est 20h30. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Amélie Léglise, spécialiste du rachis, que tout le monde connaît parmi nous et qui va nous faire une session passionnante, je pense, sur la chirurgie du rachis et peut-être ses techniques spécifiques et de haute technologie. Donc Amélie, merci d'être là et à toi la parole. Voilà, alors du coup, bonsoir à tous, hein. Donc voilà, je vais vous parler du coup de la chirurgie du rachis. Donc j'ai essayé de condenser, de vous parler un peu aussi de la technique qu'on fait spécifiquement à la clinique du sport. Alors je vais juste, donc il faut que je partage ça. Et tac. Voilà. Là ça marche du coup? On voit très bien. Ok, parfait. On voit très Voilà. bien. Tac et après voilà. Donc voilà, donc on va faire un peu d'anatomie, de physiologie. Je vais prendre les pathologies. Alors je vous ai pas fait, j'ai essayé d'être un peu synthétique, de faire plutôt des grandes catégories et je vous évoque un petit peu les techniques chirurgicales. Donc déjà, le rachis, qu'est-ce que c'est? Pardon. Donc le rachis, c'est, qu'on appelle aussi la colonne vertébrale, hein. C'est un lien, essentiel, entre la tête et le bassin. Donc c'est quand même une partie, anatomique qui a une grande fonction et une grande importance. Donc voilà, ça relie vraiment toute la tête avec, le bassin. Alors attends, cliquer, voilà. On a 24 vertèbres. Il y a 3 segments principaux. Donc il y a ce qu'on appelle le rachis cervical qui est composé de 7 vertèbres. Ensuite, on a le rachis dorsal qui est composé de 12 vertèbres et le rachis lombaire qui est composé de 5 vertèbres. Après, on a le sacrum et le coccyx. Donc le sacrum, c'est vraiment un bloc osseux, unique et le coccyx, il y a à peu près 5 vertèbres, ça peut un petit peu varier. C'est vrai que c'est des segments qui sont plutôt secondaires et voilà, on retient vraiment ces 3 segments, principaux. Alors là, bon, c'est juste, le petit coup d'humour comme j'aime bien ça. Une information essentielle que nous, on se pose toujours quand on est chirurgien du rachis, c'est combien de vertèbres a une girafe? Hein, combien de vertèbres cervicales a une girafe? Alors, eh ben, il faut savoir qu'ils n'en ont que 7. Voilà, c'est exactement comme nous, hein, ça peut paraître étrange, mais c'est juste qu'elles sont plus grosses. Donc ça, c'est, culture générale, voilà. Le rachis cervical de la girafe, c'est le même que celui de l'homme, mais c'est juste que les vertèbres sont plus grosses. Les vertèbres, elles sont reliées par quoi? Donc elles vont être reliées, en fait, par beaucoup de choses. Donc vous avez le disque intervertébral, qui est un petit coussinet qui est entre les corps des vertèbres ici. Donc là, on a une vue de profil, hein, et après on a beaucoup, beaucoup de ligaments. Donc vous avez un ligament devant qu'on appelle le ligament longitudinal antérieur. Vous avez le même derrière qu'on appelle ligament longitudinal postérieur, hein, c'est assez simple. Et après, vous avez beaucoup de ligaments, notamment interépineux. Donc c'est vraiment le rachis, il y a une partie osseuse, mais il y a une partie ligamentaire qui est très importante. Et vous avez aussi des articulations, hein, ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. Les vertèbres s'articulent vraiment entre elles avec les articulations. Le disque intervertébral, c'est un élément extrêmement important de la colonne vertébrale. Moi, je le compare à un pneu de voiture. Vous allez voir, cette image, elle a vraiment son importance par la suite, mais c'est vraiment ce que j'explique aux patients, c'est que c'est un pneu de voiture qui amortit les contraintes, entre les vertèbres. Donc ce pneu de voiture, il faut qu'il soit bien gonflé. Ensuite, une vertèbre, donc il y a un corps, c'est la partie qui est antérieure ici. Vous avez la fameuse épineuse, c'est ce que vous sentez, derrière votre dos, hein, ce qu'on sent tout le long de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle l'épineuse. Après, vous avez des articulations, donc les vertèbres, elles ont des articulaires supérieurs et des articulaires inférieurs, de chaque côté. Donc il y a 4 articulaires au total et surtout après vous avez le trou ici, qu'on appelle le canal rachidien. Donc c'est dans ce canal ici qu'on voit descendre la moelle épinière et les nerfs. Voilà. Là vous avez, c'est représenté ici. Donc ce canal, c'est un canal osseux qui va protéger, qui a une grande fonction protectrice pour tout ce qui est, neurologique. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre, hein, les courbures, physiologiques du rachis, elles sont très importantes. Alors de face, le rachis, si on parle de rectitude, hein, normalement on a quelque chose d'assez droit. De profil, on a beaucoup de courbures, donc les courbures, elles sont très variées, hein, il y a plein d'anatomies différentes. On parle de syphose et de lordose. Donc généralement, on parle de lordose cervicale. Après, vous avez comme une bosse, c'est ce qu'on appelle la syphose. Et après, on a de nouveau la lordose lombaire, c'est la fameuse cambrure. Cette cambrure, elle est plus ou moins importante chez les gens. Voilà, par exemple, chez les populations noires, ils ont des très grandes lordoses physiologiquement.
En fait, c'est pas important que enfin, ce qui compte, c'est pas que la courbure soit importante, c'est que ça soit équilibré et harmonieux. C'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on doit avoir des courbures qui sont harmonieuses et qui s'équilibrent. Donc si vous êtes très bossu, mais que vous êtes très cambré derrière, c'est pas grave. C'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir la tête au-dessus des hanches, hein. On est bipède, donc le but, c'est d'avoir cette tête au-dessus des hanches et le regard horizontal et c'est la colonne vertébrale en partie. Alors, et après, il y a toutes les articulations aussi autour du membre inférieur, mais vraiment, c'est cette idée d'avoir des courbures harmonieuses. Autre rôle, donc la locomotion, hein, le rachis, ça participe, au fait de se déplacer et ça le rachis, c'est une structure anatomique qui a énormément de mouvements, en fait, hein. On est dans tous les plans de l'espace, ça nous permet de se pencher en avant, donc on a les antéflexions, on a les rétroflexions en arrière, on a les inclinaisons latérales et après, il y a surtout la torsion, hein. La torsion, c'est un mécanisme très complexe et le dos, ça permet de se tordre, voilà, on peut vraiment se tordre dans toutes les zones de l'espace. C'est vraiment il y a une notion de 3 dimensions qui est très importante et la statique pelvirachidienne, donc c'est ce que je vous disais, c'est ces équilibres qui doivent être harmonieux et économiques et il y a une grande participation des muscles profonds. 2 fonctions majeures de la colonne vertébrale, donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit. Une grande fonction mécanique, hein, le but donc d'avoir cette tête au-dessus des hanches avec un regard horizontal, donc ça permet la locomotion, le mouvement et la fonction neurologique, hein, qui est importante, donc ça contient quand même toute la moelle épinière et ce qu'on appelle les racines de la queue de cheval. Donc là, vous avez le cerveau, après on a la moelle épinière qui va commencer ici, donc tout ça, ça va être inclus dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le canal rachidien. Et donc la moelle épinière, on la retrouve en cervicale, on la retrouve au niveau du rachis thoracique. Et après, vous avez ce qu'on appelle la charnière thoracolombaire, donc c'est la jonction entre le rachis dorsal ou thoracique, c'est la même chose, et le rachis lombaire. Et cette zone de jonction, c'est ce qu'on appelle le cône terminal. Et ensuite, vous allez avoir les fameuses racines de la queue de cheval. Donc ça, je vais vous expliquer. Hop. Juste comme j'aime bien, c'est vrai, les images, moi, ce que je dis aux patients, c'est que la moelle épinière, c'est comme une autoroute. Et après, vous avez des bretelles d'autoroute de chaque côté. C'est pour ça que j'ai fait cette petite comparaison. Il faut imaginer que vous avez votre autoroute ici avec la moelle épinière qui descend et qu'après, vous avez des nerfs qui sortent de chaque côté. Donc moi, c'est ce que je dis aux patients, vous avez des petites bretelles d'autoroute qui sortent comme ça, jusqu'en bas du rachis et le petit trou par lequel sort le nerf, la petite bretelle d'autoroute, c'est ce qu'on appelle le foramen. Donc ça, c'est vraiment une image, les patients, ils aiment bien parce que ça leur permet de bien comprendre, voilà, que les petits nerfs, ils sortent sur les côtés par ces bretelles d'autoroute et notamment quand on a des nerfs comprimés au niveau du rachis cervical, ils sont comprimés dans cette bretelle d'autoroute. Les fameuses racines de la queue de cheval, donc voilà, ça c'est vrai, c'est ce qu'on entend souvent. C'est quoi? Bah, c'est ce que je vous expliquais, hein, ce sont toutes les racines qui sont, bah, au niveau du rachis lombaire. En fait, il faut comprendre qu'au niveau du rachis lombaire, il n'y a pas de moelle épinière, il n'y a plus de moelle épinière. La moelle épinière, elle s'arrête au-dessus. Donc ça voudrait dire, enfin, ça signifie théoriquement qu'il n'y a pas de risque de paraplégie au sens propre d'atteinte de la moelle épinière quand on est au niveau du rachis lombaire. On atteint les racines de la queue de cheval, donc c'est les racines qui vont de L1 jusqu'à S5, pardon. Donc c'est le nerf crural, le nerf sciatique et surtout les nerfs des sphincters. Et c'est pour ça que quand on parle de compression des nerfs de la queue de cheval, c'est une urgence. Alors c'est pas une urgence vitale, hein, on est dans des urgences fonctionnelles, mais c'est une urgence fonctionnelle parce que quand vous avez un syndrome de la queue de cheval par une compression notamment, vous allez avoir des trous sphinctériens et en fait les trous sphinctériens, c'est toujours de très mauvais pronostics fonctionnels. Dès qu'il y a une compression des nerfs des sphincters, ça va être très compliqué de récupérer derrière. C'est des rééducations qui sont longues. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours, voilà, quelque chose de très urgent et puis en plus, si vous avez une compression vraiment haute, bah, vous avez quand même une paralysie, du nerf crural, du nerf sciatique. Donc vous avez des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant, qui ne peuvent plus marcher. Donc voilà pour l'anatomie. Donc j'ai essayé de faire synthétique, hein, vraiment, faut retenir cette image de l'autoroute avec les petits nerfs qui sortent sur les côtés. Le pneu de voiture pour le disque, ça vous allez voir, c'est très important et le syndrome de la queue de cheval. Pour les pathologies, donc je vais pas tout vous faire, hein, parce que sinon on en a pour toute la nuit. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de très synthétique en faisant 3 grandes catégories. En gros, vous avez tout ce qui est traumatologie, donc tout ce qui est fracture, hein, notamment vertébrale, tout ce qui est dégénératif, donc c'est tout ce qui est lié à l'usure, hein, et tout ce qu'on appelle les troubles de la fameuse statique pelvirachidienne, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure, cette histoire de courbure, harmonieuse.
Donc dans la traumatologie, alors là, c'est petit, message préventif parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a un peu choquée quand je suis arrivée dans le sud-ouest, hein, comme j'étais pas de la région. C'est tout ce qui est traumatisme du rachis cervical avec les accidents de surf et de plongeon dans des piscines peu profondes. Donc en fait, c'est vrai que voilà, moi quand je suis arrivée chef à Bordeaux, toutes les semaines à partir du mois de juin, c'est dramatique, mais toutes les semaines, on a des jeunes entre, 20 et 45-50 ans qui se retrouvent tétraplégiques parce qu'ils sautent dans des piscines peu profondes. Donc vous voyez, il y a même des campagnes, hein, de prévention. Donc là, c'était un peu le message, préventif. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que quand on saute dans une piscine et qu'il y a pas d'eau, et ben, on fait un traumatisme en hyperextension. Ça fait des fractures qui sont comme ça au niveau du rachis cervical qui sont dramatiques et je vous ai expliqué, hein, il y a la moelle épinière qui passe ici. Donc malheureusement, c'est des gens qui finissent tétraplégiques et c'est des jeunes, hein, c'est souvent des jeunes, voilà, entre 20 et 45 ans. Donc ça, voilà, petit message préventif, parce que, voilà, c'est vrai que moi, je suis arrivée dans le sud-ouest, vraiment toutes les semaines, on en récupérait, ça m'avait un peu frappée. C'est sûr que et voilà. Donc attention, on ne plonge pas dans les piscines en eau peu profonde et on ne plonge pas quand on a trop bu. Ensuite, donc dans la traumatologie, en gros, tout ce qui est, fracture, du jeune, bah, c'est des accidents à haute cinétique, hein, beaucoup de motards, beaucoup d'accidents, avec des chutes de lieux élevés. Heu, Souvent, il y a des troubles neuro-initiaux, mais ça récupère bien parce que c'est très souvent une population jeune. Donc c'est des fractures qu'on fixe, hein, vous voyez, on va en parler après, mais on fait ce qu'on appelle des arthrodèses, des montages. En fait, c'est comme des corsets internes, hein, c'est comme quand, vous mettez une plaque sur une fracture, de cheville ou voilà, autre. Le but, c'est de faire une fixation interne et après, chez les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle les fameux tassements, ostéoporotiques. Vous voyez, c'est des petites fractures où c'est vraiment une petite galette. Alors ça, c'est jamais neurologique, ça donne des douleurs du dos, du rachis dorsal ou du rachis lombaire. Soit on met des corsets, soit on met du ciment, mais voilà, ça reste vraiment des fractures assez banales et c'est des signes d'ostéoporose, c'est très fréquent chez les femmes, hein. Les troubles de la statique, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est ces histoires de courbures qui doivent être vraiment harmonieuses et équilibrées. Donc pareil, je vous ai fait, il y a 2 catégories, vous avez les jeunes et les personnes âgées. Chez les jeunes, c'est ce qu'on appelle les scolioses. Ouh là, il y a de l'écho. Les jeunes, donc c'est les scolioses, de l'adolescence. Ah, je m'entends en écho quelque part. Donc les scolioses, voilà, ça va être des courbures, Amélie, excuse-moi, il faut peut-être demander à tous ceux qui ont le micro allumé de le ouais, fermer pour éviter peut-être des parasites ou de l'écho. Donc, ouais. Tout le voilà. monde peut bien couper son micro parce que ouais, je m'entends. Merci. Je pense que c'est la glace de Françoise. Ah, bravo Françoise. Mais ça, elle peut, ça nous rafraîchit tous. Donc, Je pense à tout le monde. et je pense qu'effectivement, Françoise, vous avez deux ordinateurs branchés. On a deux accès, un qui D'accord, s'appelle d'accord. Françoise et l'autre Pérez. Et je pense que c'est ça qui fait de l'écho. On est un des deux. Ah, Et en plus, il y en a un qui fait une image un peu déformante. ouais. Euh, donc, il vaut mieux D'accord, garder, ok. Ah, ça y est. Ah, ça y est, je crois que c'est bon. Merci Françoise. Merci. Donc du coup, pour les troubles de la statique, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est des histoires de courbures, harmonieuses. Donc il y a deux catégories de population, toujours les jeunes et les personnes âgées. Chez les jeunes, bah, c'est ce qu'on appelle les scolioses. Donc c'est toutes ces déformations. Donc de face, souvent, voilà, ça fait des courbures assez impressionnantes. De profil, c'est pas forcément impressionnant sur les radios, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la scoliose, c'est une torsion, c'est vraiment une rotation des vertèbres. Donc c'est des déformations qui sont très complexes dans les 3 plans de l'espace, avec notamment cette torsion ajoutée. Donc pareil, c'est des jeunes filles, hein, c'est très souvent des jeunes filles un peu anorexiques, qui ont un peu un profil, type et qui ont des arthrodèses assez jeunes, hein, souvent vers l'âge de 14 ans. Ça peut paraître impressionnant d'avoir des arthrodèses, d'avoir des montages comme ça aussi, importants, mais elles ont tout à fait une vie normale, en fait. À partir du moment où on leur laisse les 2 derniers disques mobiles, L4, L5, L5, S1,
et elles auront une vie tout à fait normale. Elles peuvent faire du sport, elles peuvent se mouvoir dans toutes les directions de l'espace. Il y a toujours du bruit, je ne sais pas si quelqu'un... C'est bon. Si vraiment tout le monde a bien coupé le micro, c'est vrai que j'entends toujours un truc. Françoise n'a pas coupé son micro, mais je pense que je peux le couper d'autorité, Françoise, mais je m'en excuse auprès de vous. Je D'accord. désactiver le son. Ah oui, de tout le monde, ouais. On fera les questions après. Voilà. Donc, je réouvrirai après. D'accord, ok. Et donc après, l'autre catégorie de troubles de la statique pelvirachidienne, c'est les adultes. Et en fait, en vieillissant, on se courbe vers l'avant. Donc c'est ce qu'on appelle les kyphoscolioses. Donc vous voyez, ça fait des gens qui marchent comme ça, très penchés vers l'avant. Voilà, ça c'est des chirurgies très complexes, assez spécifiques. Ça se fait dans des centres vraiment de référence. Et ça consiste toujours à fixer toute la colonne vertébrale pour essayer de la redresser au maximum, hein. Et ce qui nous intéresse un peu plus, donc c'est ce qu'on appelle les pathologies plutôt dégénératives. Alors la hernie discale, c'est mis dans les dégénératifs, mais ça peut être traumatique, hein. La hernie discale, ça touche quand même souvent les jeunes. Ça va être typiquement chez les jeunes, le bricoleur qui soulève son sac de ciment, le déménageur. Voilà. Alors après, c'est pas forcément toujours des efforts aussi importants. Mais c'est là où on retrouve mon image du pneu de voiture, hein. Moi, c'est ce que je dis aux patients. Je dis la hernie discale, c'est strictement comme une hernie dans un pneu de voiture. Ça va faire une petite boule dans votre disque et ça va, vous voyez, potentiellement aller appuyer sur le nerf qui sort sur le côté. Voilà. Donc après, ça donne typiquement la fameuse sciatique que tout le monde connaît. Donc la sciatique, c'est plutôt quand on a mal derrière la jambe et on a aussi l'acruralgie qui est la douleur quand on a mal devant la cuisse. Donc c'est vrai que nous, cliniquement, c'est assez facile, hein. On sait chaque nerf, voyez, un trajet douloureux spécifique, donc on connaît les trajets des nerfs. Donc l'idée en consultation, c'est toujours de savoir où le patient a mal et on regarde si sur l'IRM, c'est concordant ou pas. Dans les autres pathologies dégénératives, il y a la discopathie. Donc, toujours mon image du pneu de voiture. Je dis aux patients, la discopathie, c'est quoi? C'est quand le pneu de voiture se dégonfle, hein. Ça, c'est physiologique. Au final, hein, tout le monde aura des discopathies. Là, dans tous ceux qui sont là ce soir, tout le monde a forcément une discopathie. Ça commence dès qu'on a 25-30 ans. C'est plus ou moins important. C'est cette image de pneu de voiture qui va se dégonfler avec le temps. Donc, l'idée, c'est de toujours avoir des bons muscles profonds qui soient bien toniques, bien réactifs, notamment un périnée très tonique. Parce que quand vous avez des muscles profonds, ce sont eux qui absorberont les contraintes mécaniques et ça évitera d'avoir mal au dos. Le stade ultime, c'est quand le pneu de voiture est à plat, qu'on roule sur la jante, et là, on tombe dans des pathologies vraiment où il faut opérer derrière. Ensuite, la dernière pathologie dégénérative qu'on opère à la clinique, c'est ce qu'on appelle le canal lombaire étroit. Donc ça typiquement les personnes âgées. C'est le canal, hein, que je vous avais montré tout à l'heure, où passent les petits nerfs, qui va diminuer de diamètre, hein, du fait du vieillissement des structures. Donc, vous imaginez vraiment que c'est un problème de contenu et de contenance, c'est-à-dire que vous avez toujours le même contenu, vous avez toujours le même nombre de nerfs qui passent, mais avec le temps, le diamètre du contenant diminue. Et ça comprime les nerfs. Donc, je vous ai mis les petites images, mais en fait, c'est des signes cliniques qu'on retrouve et vous verrez, quand vous verrez des personnes âgées dans la rue, ça vous y fera penser parce qu'en fait, on dit que c'est des personnes qui cherchent les bancs. Typiquement, c'est des petites personnes âgées, elles vont toujours repérer où sont les bancs parce qu'en fait, elles marchent, elles ont mal dans les jambes, elles s'arrêtent, elles vont s'asseoir sur le banc, elles repartent. Donc, si vous voyez les personnes âgées qui cherchent où s'asseoir, ou le fameux signe du caddie quand vous faites vos courses. En fait, si vous voyez les personnes âgées affaler sur le caddie, mais en fait, c'est parce qu'elles ont mal dans les jambes souvent et que quand elles se penchent vers l'avant, ça soulage les douleurs des jambes. Donc, c'est ce qu'on appelle le signe du caddie. Donc, quand vous ferez vos courses, vous penserez à moi comme ça. Et dernière petite pathologie aussi, hein, qu'on traite aussi à la clinique, c'est ce qu'on appelle le spondylolisthésis. Alors ça, c'est un mot très barbare, mais qui est assez simple à comprendre. C'est juste que ça signifie un glissement vertébral, hein. Vous voyez, c'est quand il y a deux vertèbres qui ne sont plus du tout alignées. Voilà, c'est vraiment cette image des deux vertèbres qui glissent notamment vers l'avant, du fait du vieillissement du dos. Pareil, hein, c'est une pathologie extrêmement fréquente. Et il faut imaginer, comme je vous ai dit, que les vertèbres, elles sont empilées les unes avec les autres. Si vous décalez, voyez, une vertèbre par rapport à une autre, c'est facile de comprendre que les nerfs derrière, ils vont être complètement étirés en fait. Donc ça donne souvent des douleurs dans les jambes. Voilà, donc j'ai fini pour les pathologies. Donc voilà, j'avais vraiment essayé de faire les trois grandes catégories, donc traumato, le dégénératif et tout ce qui est trouble des courbures. Pour les techniques chirurgicales,
Alors, on a de la chance en chirurgie du rachis, eh ben, on a beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. Donc pareil, j'ai fait 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les arthrodèses simples, il y a ce qu'on appelle les chirurgies de décompression et ce qu'on appelle les chirurgies de correction. La chirurgie, voilà, je vais faire un petit point sur chacune. Pour ce qui est, du cas de la clinique du sport, on fait une technique particulière qu'on appelle l'endoscopie, donc qui est vraiment spécifique. Donc comme ça, je vais pouvoir vous la présenter. Pour les techniques chirurgicales, donc c'est ce qu'on parle, on parle souvent d'arthrodèse. Donc arthrodèse, ça veut dire fusion d'une articulation, hein, donc ça peut être une arthrodèse de hanche, de genou, de ce que vous voulez, hein. Une arthrodèse, ça veut dire fusionner une articulation. Donc ça peut être au niveau du rachis cervical, ça peut être au niveau du rachis lombaire et en fait, c'est soit par devant, soit par derrière, soit les 2. Donc on a vraiment, beaucoup de choix. C'est toujours le principe en fait d'enlever le disque, d'enlever ce pneu de voiture et à la place, on met une petite cale et on rajoute plus ou moins des tiges et des vis. Le but, voilà, c'est vraiment de fusionner les vertèbres. Quand c'est au niveau du rachis cervical, vous voyez, ça fait des choses assez discrètes, mais on enlève tout le disque et on bloque définitivement, les vertèbres. Donc on peut faire ça vraiment, voilà, plutôt par devant, par derrière, on a beaucoup de choix. Les arthrodèses étendues, vous voyez, bon, je vous montre, c'est juste anecdotique, mais c'est quand il y a les chirurgies de déformation, vous voyez, on est capable de mettre des vis dans toutes les vertèbres en fait et de fixer jusqu'au bassin. Petite particularité en chirurgie du rachis, enfin, comme dans des chirurgies prothétiques, hein, on utilise aussi de la navigation. Donc à la clinique du sport, on a le Surgivisio. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, qui devient quasiment obligatoire quand on met du matériel dans un rachis. Ça consiste en fait on installe le patient et pendant la chirurgie, on va faire un scanner, on va faire une imagerie en fait, hein, comme l'équivalent d'un scanner pendant la chirurgie et ça va permettre de nous guider, pour mettre en place les implants, donc ça sécurise le geste. Ça permet en fait de nous faire une reconstruction en temps réel de la colonne vertébrale du patient. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit exemple. Bon, on installe le patient et en fait, c'est cette image-là, hein, vous voyez, après on a une image, sur un plan axial, une image sur un plan sagittal et en fait, c'est comme un jeu vidéo, hein, entre guillemets, mais il faut que les 2 soient bien synchronisés et ça nous permet en fait de vraiment mettre nos vis au bon endroit. Donc ça sécurise énormément le geste sur le plan neurologique parce que ça évite notamment de mettre des vis, dans le canal, ce qui peut avoir des conséquences, neuro pour le patient. Donc la navigation, voilà, nous on a le Surgivisio qui est vraiment très utile. Juste un petit rappel, ça vous touche plus, hein, c'est les positions. Donc on parle de décubitus dorsal, ventral ou de genou pectoral. Le décubitus dorsal, on l'utilise notamment à la clinique pour le rachis cervical. Donc vous voyez, c'est une position qui est assez simple quand même. La particularité, c'est qu'on tracte sur les épaules, on tracte assez fort, hein, pour pouvoir dégager le rachis cervical et donc c'est surtout au moment où on tracte, il faut le faire très doucement, il faut toujours quelqu'un qui tienne l'épaule et dérouler doucement l'élasto parce que si vous tirez trop fort, on peut leur faire une lésion de la coiffe des rotateurs. Donc même si on a des bons chirurgiens de l'épaule, on évite de faire ça. Donc c'est vraiment ça, c'est un endroit. Il ne faut jamais qu'il y ait une seule personne qui tire. Il faut toujours quelqu'un qui bloque l'épaule avant de dérouler l'élasto parce que vraiment, ça s'est déjà vu, hein, des lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs sur des installations comme ça. Donc il faut faire extrêmement attention. Le décubitus ventral, donc là, attention, hein, c'est une position qui a énormément de risques, hein. Ça paraît très simple, mais il faut faire très attention à la tête, hein. Le risque, c'est si on a une compression au niveau des yeux, il y a un risque de cécité, hein. Les patients, ils peuvent être aveugles, hein. Si on leur a appuyé sur les yeux pendant plus d'1 heure, ils peuvent vraiment avoir, une ischémie et être aveugles. Les compressions nerveuses, toujours faire attention à pareil, quand on installe les patients, on les met souvent en plagiste avec les bras un peu au-dessus de la tête. Il faut faire attention de ne pas leur tirer sur des plexus et comme dans beaucoup d'installations, attention aux nerfs ulnaires au niveau du coude et souvent on les installe avec des coussins sous les crêtes iliaques. Donc pareil, warning parce qu'il y a les artères iliaques qui passent. Si vous mettez le coussin trop haut, vous appelez sur l'artère iliaque et si la chirurgie, notamment sur des chirurgies qui durent 3-4 heures, vous comprimez l'artère, ils peuvent faire des ischémies des membres inférieurs, hein. On veille toujours à ce que l'abdomen soit libre parce que sinon, en fait, ça appuie sur le ventre, ça empêche le retour veineux et dans ces cas-là, on a des saignements importants. Donc c'est hyper important d'être coordonné avec l'équipe d'anesthésie, hein, notamment pour la position de la tête et on va voir la petite particularité sur la position qu'on dit, du genou pectoral, pardon. Donc le décubitus ventral, vous voyez, c'est ce que je vous montrais, donc on se sert d'une table, nous, en carbone. Là, c'est la tétière dans laquelle sera posée la tête du patient. Donc vous voyez, c'est quasiment creux, hein, pour vraiment que le patient il soit comme ça. C'est comme les salons de massage.
C'est la même tétière que les salons de massage. Vous mettez votre tête vraiment au milieu, donc pas d'appui sur les yeux. Et après, il y a ce qu'on dit la technique avec 4 coussins. Vous mettez 2 coussins en gros sur les seins ou sur le thorax, et 2 coussins qui sont vraiment sur les crêtes iliaques, donc sur la partie osseuse. Et il faut toujours vérifier les poupées d'yeux. Toujours vérifier qu'on ait les poupées d'yeux, sinon c'est qu'on a mis le coussin trop haut et qu'on peut avoir une ischémie du membre inférieur. Et le genou pectoral, donc c'est une autre position, voilà, où le patient, en gros, il est à genoux, même un petit peu plus qu'à genoux. Et donc, c'est très utile. Nous, c'est ce qu'on utilise tout le temps à la clinique parce que ça permet d'ouvrir les espaces entre les vertèbres. Et pareil, on met la tête sur le côté, donc bien se coordonner avec l'anesthésiste pour qu'il n'y ait pas d'appui au niveau des yeux, parce que là, c'est possible. Et on met généralement le coude, voyez, dans le vide pour pas que ça appuie dessus. Donc petite particularité, hein, nous on fait la technique de chirurgie endoscopique du rachis, hein, donc avec Marjorie Ruet, hein, on fait partie du centre de chirurgie endoscopique du rachis. Il avait été formé, donc, créé par le docteur Destando, c'est lui qui a inventé la technique dans les années 90, hein. Il l'a peaufiné au fil des années, il nous a formés toutes les deux, donc on a la quasi-exclusivité de cette technique en France. En tout cas, on est le centre de référence parce qu'on est le centre qui a la plus grande expérience en nombre d'années et qui opère le plus de patients. Donc on a une patientèle, souvent ceux qui voient nos patients qui viennent un peu toute la France, même de l'étranger. Donc c'est vraiment une technique de pointe qu'on a la chance de pouvoir pratiquer à la clinique du sport. Pour qui, vous voyez, pour beaucoup de monde, hein, on peut opérer avec cette technique tout ce qui est hernie discale lombaire, tout ce qui est canal lombaire étroit, tout ce qui est sténose, hein, tout ce qui est récidive de hernie, même si les gens ont été opérés ailleurs, on peut les opérer avec cette technique, tout ce qui est kyste articulaire, et donc on opère des patients jeunes, des patients âgés, des sportifs et pas des sportifs. Donc on a une panoplie, un panel en tout cas de patients très divers. Là, je vous ai juste mis les petites photos de l'ancillaire, c'est pour vous montrer, voilà, on n'a pas besoin de grand-chose, hein, ça tient sur notre petite table. L'endospagne, hein, dont on se sert, ce fameux instrument qu'avait designé Jean, c'est ça, je vous ai mis la photo ici. C'est un petit instrument sur lequel on branche une caméra, donc c'est un ancillaire très petit. On se sert d'une colonne d'arthroscopie, donc là je rejoins ce que vous avez fait Nicolas Gravelot, il avait fait tout un topo où il vous présentait notamment les colonnes d'arthroscopie. C'est la même chose que les colonnes pour les autres spécialités d'épaule, de genoux, sauf qu'on ne se sert pas de l'eau. Voilà, nous on n'a pas besoin d'arthropompe et on se sert d'un optique 0 degré. Donc, on installe notre patient comme ça en génie pectoral, on fait un contrôle radio. Vous voyez, l'incision, c'est le petit trait rouge, elle est vraiment minimaliste. Après, on rentre ce qu'on appelle un petit spéculum pour nous faire un peu de place. Et en fait, à la fin, voilà, on travaille comme ça. Donc après, la petite particularité par rapport aux arthros de genoux et d'épaule, c'est qu'on n'a pas besoin de tenir, nous, voilà, on ne tient pas la caméra. C'est une petite particularité, on se sert de nos deux mains, la caméra est fixée en fait directement au système, donc on n'a pas besoin de tenir la caméra, on a une grande liberté de mouvement. Et voilà, comme toute arthroscopie, on regarde une télé et on travaille voilà, en regardant l'écran. Donc ça permet d'avoir une image vraiment de grande qualité. Ça permet aussi à toute la salle de suivre, hein, parce que la chirurgie du rachis, souvent la chirurgie de hernie discale, on dit toujours que c'est un peu une chirurgie d'autiste. Hein, personne ne pouvait participer avant, on faisait tout dans notre coin. L'aide opératoire, c'était totalement inintéressant pour elle parce qu'elle ne voyait jamais rien. Donc là aussi, c'est agréable pour toute l'équipe parce que tout le monde participe et comprend. Donc c'est assez sympa. Et juste pour vous montrer des images, hein, donc là, vous voyez le petit sac qui contient les nerfs. Hein. Les nerfs, pour rappel, ils sont dans un petit sac rempli de liquide, ce qu'on appelle le LCR. Les nerfs, c'est ce que vous voyez par transparence, hein, les petits traits ici. Et là, vous avez une image où on pousse le nerf, on voit une petite tache blanche dedans, hein, ici, et ça, c'est une hernie qu'on va sortir. Donc ça paraît énorme hein, parce que c'est sur l'écran, mais en réalité, voilà, ça fait une hernie, c'est comme un gros chewing-gum, souvent, c'est ce que je dis aux patients. C'est de la taille d'un gros chewing-gum, d'un gros malabar, donc ça fait à peu près 1,5 cm. Et les avantages en fait de cette technique, qui est quand même une technique assez révolutionnaire par rapport à une chirurgie classique. Donc il y a le côté esthétique, l'incision est petite, on a une diminution du risque infectieux parce que du coup la chirurgie est courte et l'incision est petite. Ça saigne peu, c'est extrêmement précis, c'est même plus précis que quand on opère avec un microscope. Et surtout, l'élément le plus important, c'est ça, c'est qu'on diminue le traumatisme des muscles. Donc, c'est pour ça qu'après cette chirurgie, donc les patients remarchent le jour même,
Ils peuvent conduire dès le lendemain. Il n'y a pas forcément d'arrêt de travail. On opère beaucoup de professions libérales, hein. Même des gens qui sont dans le bâtiment, ils ont le droit de reprendre le travail immédiatement s'ils le souhaitent. On leur demande juste de ne pas tirer sur la cicatrice pendant une dizaine de jours. Ils peuvent reprendre le sport, et pareil, quasiment immédiatement. On demande de respecter une petite semaine de repos, pareil, pour protéger la cicatrice. Et rien n'est contre-indiqué. Après, vous reprenez votre vie normale. Petit avantage financier, du coup, pour la société, parce qu'il n'y a pas d'arrêt de travail. Donc ça, voilà. Et puis, c'est possible chez des personnes très âgées parce qu'il n'y a pas d'anticoagulation derrière, il n'y a pas de centre de rééducation spécifique, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et la petite dernière diapo, les risques de la chirurgie du rachis, donc en général, c'est l'hématorachie, hein, c'est ce qu'on craint. Pourquoi? Parce que si vous avez un hématome qui se forme dans le canal, hein, le canal, vous avez vu, c'est un tube osseux. Donc si ça saigne dans le canal, ça appuie sur les nerfs et donc c'est une urgence fonctionnelle parce qu'il y a un risque neurologique. Donc c'est pour ça que les infirmières à la clinique sont bien formées, elles savent comment il faut surveiller le patient. Si jamais il y a un hématome, hein, vous avez vu, ça arrivait 2-3 fois à la clinique, c'est vrai que c'est une urgence, hein, il faut une salle de suite et il faut enlever l'hématome tout de suite parce que vraiment le pronostic fonctionnel, il est en jeu, hein. Plus vite on décomprime, plus on a de chances de récupérer. Et deuxième particularité, c'est l'hématome qu'on dit suffocant. Donc ça, c'est au niveau du rachis cervical. C'est que si vous avez un hématome qui se forme superficiellement, donc là, ce n'est pas un risque neurologique, mais ça va comprimer la trachée et le patient, il peut mourir d'étouffement. Donc, quand ça arrive, hein, souvent, on n'a pas forcément le temps de pousser le patient au bloc directement. Souvent, on incise même en chambre, au moins pour que l'hématome s'évacue. Après, on va nettoyer au bloc. Mais ça, c'est vraiment une urgence vitale parce que le patient, il peut mourir d'asphyxie. Mais en plus, si vraiment ça appuie, les anesthésistes ne peuvent pas les intuber derrière. Donc ça, c'est dramatique. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'opérer les rachis cervicaux le matin parce que comme ça, si jamais il y a un problème, on a le temps de voir venir. Mais ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que là, c'est un risque vital, hein. Le risque neurologique en opératoire, bon, on peut toujours faire une contusion neurologique, une contusion de la moelle épinière. Les brèches durales, en soi, c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est comme quand des fois les patients ils ont des rachianesthésies ou des ponctions lombaires, c'est quand vous avez une fuite de LCR. Ça peut donner ce qu'on appelle le syndrome méningé, donc c'est des maux de tête au réveil qui sont un peu positionnels, ils ont mal à la tête quand ils sont debout et ça disparaît quand ils sont allongés. En soi, voilà, ça disparaît au bout de quelques jours. Et risque hémorragique, ça c'est plutôt voilà, pour le rachis cervical, il y a quand même la carotide, hein, qui passe juste sur la voie d'abord, donc il y a toujours un risque hémorragique, pardon. Donc il faut être vigilant, hein. Et ce qu'on peut vous demander en salle, voilà, ça c'est vraiment la dernière diapo cette fois. C'est le Surgicel, donc ça c'est ce que vous devez connaître, c'est les hémostatiques, hein. Donc ce qu'on peut vous demander, c'est une petite boîte bleue, c'est la boîte de Surgicel quand ça saigne. Quand ça saigne beaucoup, on vous demande le Flowsil. C'est des produits qui aident à faire l'hémostase, hein. La cire aussi, c'est ce qu'on appelle la cire d'Horsley, c'est pour faire l'hémostase sur l'os, on le colle sur l'os comme ça permet d'arrêter le saignement. Les clips, quand on a vraiment une artère thyroïdienne notamment qui saigne au niveau du cou. Et le Tissil, c'est ce qu'on demande, hein, c'est comme un tissu-colle quand il y a des brèches durales. Donc ça, j'ai mis des petits glaçons à côté parce que c'est au congélateur, hein, pour savoir où c'est. Ça se garde au congélateur, donc il faut nous le donner et après on le fait décongeler en salle. Et là, je crois que j'ai vraiment fini. Voilà, après c'était les QCM. Parfait. Merci Amélie pour cet exposé parfaitement clair. Bon, j'ai essayé. Est-ce qu'il y a des questions directes ou alors on Oui, passe... bonsoir, c'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Je voudrais poser une question autant à Amélie qu'à Françoise qui est en ligne concernant la prise en charge justement des brèches durales, concernant la stérilisation. Ah oui, l'histoire du prion. Oui, c'est ça. Ouais, après, voilà, c'est vrai que quand il y a une brèche, théoriquement, il faut qu'on le signale pour la stérilisation parce que c'est des protocoles très spécifiques qui sont plus longs de lavage parce que c'est en prévention du prion. Alors, pour le cerveau, j'avoue que oui, pour le périphérique, voilà, c'est encore des choses qui se font, mais bon, je ne sais pas trop. Il n'y a pas vraiment de mise à jour, donc voilà, je sais que c'est toujours des protocoles valables à partir du moment où on a ouvert le sac dural, mais c'est vrai qu'en rachis lombaire, il n'y a pas de moelle épinière notamment, donc c'est vrai que bon, ça serait un peu moins justifié. D'accord, parce qu'il y a toute une traçabilité à mettre en place et comme vous le dites,
des protocoles assez stricts et assez endommageants pour le matériel aussi. Ouais, ça abîme à suivre. énormément le matériel. Ouais. C'est pour ça que l'on signale toujours à la fin, c'est vrai qu'à la fin de chaque chirurgie, Françoise, elle écrit tout le temps pas de brèche parce que sinon, c'est des protocoles de ST. Voilà. Après, ça n'a pas évolué. Hein. Moi, je m'étais renseignée au CHU. C'est vrai qu'ils considèrent à partir du moment, mais c'est flou, hein, ils disent à partir du moment où on a ouvert tous les méninges. Donc, théoriquement, en rachis lombaire, il n'y a pas tous les méninges vu qu'on n'est plus sur un étage médulaire. Donc, Ok, merci Amélie. D'autres questions? On va peut-être passer au QCM, ça va peut-être solliciter quelques réflexions. Du coup, donc le rachis, donc j'avais dit, je dis quoi? Je dis vrai ou faux à chaque fois en fait? Non, en fait, on peut passer le sondage. Je vais lancer le sondage en direct, tu vas Ah voir. d'accord. Alors, je lance, voilà. Comme ça, chacun peut répondre. Et puis, tu feras un commentaire après. D'accord. Donc, enfin, tu peux poser la question. Et, Donc je disais le rachis donc a 3 segments principaux. Les disques relient les corps vertébraux entre eux. Le rachis donc assure une fonction de protection du cerveau, présente des courbures harmonieuses et équilibrées et assure une fonction locomotrice. Du coup, je passe au suivant. Comment... bah, là, personne n'a voté, donc je ne sais pas. Est-ce que le sondage est accessible pour tout le monde? En fait, on peut répondre que tout d'un coup. Ah Donc, oui. Ah oui, alors Ah, oui, mince. c'est parce que ouais. Les QCM on, on déroule toutes les questions et on les commente à la fin. Ah, d'accord, ok. Alors, je mets fin au doodle sondage là et on va repasser à tes diapos peut-être. D'accord. Voilà. Donc comme ça, c'est toi qui prends la main. Donc je leur dis vrai ou faux? Oui, oui, voilà, commente la réponse. Bon, bah alors, donc voilà. Donc le rachis a 3 segments principaux, ça c'est vrai, c'est ce que je vous avais dit, le rachis cervical, le rachis thoracique et le rachis lombaire. Les disques relient les corps vertébraux entre eux, donc vous vous souvenez de l'image du petit pneu de voiture hein, qui sera entre les corps vertébraux, donc très important. Assure une fonction de protection du cerveau, donc ça c'est faux, hein, c'est de la moelle épinière et des nerfs de la queue de cheval, hein, mais pas du cerveau. Le cerveau il est dans la boîte crânienne, hein, c'est pas la colonne vertébrale. Présente des courbures harmonieuses et équilibrées. Je pense que tout le monde se souvient des petites photos. Il faut que ça soit toujours bien joli. Et assure une fonction locomotrice. Donc ça, je vous dis oui, hein, on est bipède, la tête au-dessus des hanches et le regard horizontal. Mince, comme ça. L'endoscopie rachidienne, donc est une technique, oh j'ai oublié un E, est une technique de pointe. Donc oui, hein, c'est une technique vraiment qui est très précise. Utilise une colonne d'arthroscopie, oui. Donc, on utilise tout sauf l'arthropompe, mais c'est quand même une colonne d'arthroscopie. Et moins précise que la chirurgie classique, non. Donc, c'est beaucoup plus précis que la chirurgie classique. Hein. C'est même encore plus précis que quand on opère avec des lunettes. Le patient peut reprendre le travail immédiatement s'il le souhaite, oui. Il n'y a aucune contre-indication post-opératoire. C'est vrai. Vraiment, le patient fait ce qu'il veut dès le lendemain de la chirurgie. Hop. L'installation en DV, donc DV c'est décubitus ventral. Une compression des yeux peut entraîner une cécité. Donc oui, hein, je vous ai dit attention, attention, à toujours vérifier les yeux du patient. Une ischémie des membres inférieurs est possible, oui. Et sans risque neurologique, ça c'est faux. Hein, je vous ai dit, il y a des risques pour le plexus, hein, notamment quand on tire sur les bras, pour le nerf ulnaire au niveau du coude. Nécessite de parler avec l'anesthésiste, oui. Et peut compliquer la ventilation du patient. Ça, c'est vrai aussi hein, chez des patients obèses. Voilà, et on leur appuie quand même sur toute la cage thoracique. Donc, des fois, il y a des patients, c'est très compliqué de les ventiler. Donc il faut vraiment être vigilant. L'endoscopie rachidienne, donc le CCER est le premier centre en France. Donc oui, c'est ce que je vous expliquais. Donc, on a la chance d'avoir ça à la clinique du sport. Permet d'opérer les hernies discales, oui. Permet d'opérer les canaux lombaires étroits et kystes articulaires, oui. Le patient a un long arrêt d'activité après la chirurgie, donc ça c'est totalement faux. Hein, c'est vraiment l'avantage de cette technique et améliore la réussite aux jeux vidéo. Oui, moi j'étais très nulle et maintenant je suis devenue très bonne.
Et les risques donc, de la chirurgie du rachis en général, donc l'hématorachie n'est pas grave, donc si c'est extrêmement grave, hein, comme je vous expliquais, alors c'est un pronostic fonctionnel, mais c'est extrêmement grave, sachant que si c'est un hématome au niveau de la moelle épinière, c'est aussi un pronostic vital, hein. Aucune surveillance neurologique n'est nécessaire en post-opératoire. Bah, si, il faut absolument surveiller le patient. Donc, les infirmières ont des protocoles dans le service pour surveiller les patients. Au moindre doute, il faut nous appeler. La chirurgie du rachis n'est jamais hémorragique. Bah, c'est faux, ça peut saigner, hein. Quand on fait des voies d'abord cervicales, on a vraiment la carotide, hein, sous le nez, donc ça peut être un risque d'hémorragique. Une brèche durale donne un syndrome méningé sans gravité, ça c'est vrai, hein, en général. C'est quand même pas très grave, hein. C'est désagréable pour le patient, mais c'est pas grave. Et l'installation en décubitus ventral comprend beaucoup de risques. Oui, c'est tous ceux que je vous ai énoncés juste avant. Et je crois que c'est fini. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Nicolas, un petit mot. D'abord, merci à Amélie pour cette présentation parfaitement claire. Moi, je n'ai pas endormi tout le monde. Non, enfin pas plus que d'habitude, donc voilà, c'est très bien. Malgré la chaleur torride. On va faire un petit tour de table avec les gens qui sont là, mais là on arrive en fin de saison. Il reste une session le mercredi 6 juillet. Et pour qu'on se voit quand même une fois sur toute cette période-là, on vous propose de la faire en présentiel, donc ce sera la même date. On anticiperait un tout petit peu l'horaire, donc on propose de le faire à 19h et on le ferait au Medical Stadium pour pouvoir boire un coup ensemble, fêter tout ça, discuter un peu et probablement lancer un peu des pistes pour l'année prochaine pour savoir si on continue, sous quelle forme, sous quel modèle, etc. Pour que, excusez-moi, il y a Anaïs qui tient absolument à participer. Donc, Bienvenue, ça Anaïs. c'est fait. Pour pouvoir discuter de tout ça entre nous, pour voir comment on s'adapte et comment on évolue, puisqu'évidemment, on ne reproduira pas exactement la même chose l'année prochaine. Donc, discuter avec vous, les premiers intéressés, le format, la périodicité, les sujets, etc. Il y aura quand même une présentation, donc je pense qu'on fera la présentation en salle, classique, sur la bactériologie. Donc, en bactériologie, il y a un peu d'infection et de pus, il y aura de quoi beurrer les petits fours, donc on pourra fêter ça tous ensemble. Bravo. Bien, bien. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui, très bien. Et ben voilà, J'ai impeccable. vu que chez Isabelle Cano, il y a quelqu'un qui voulait aussi apparaître un peu à l'écran. Oui, on a vu. Oui. Voilà, bienvenue à tous, parce qu'on dérange un peu la vie de famille à cette heure-ci. Donc, toutes nos excuses à toutes les privations et de temps et d'affection que ça peut provoquer. Donc, mais les enfants, vous avez des parents formidables. Ils sont tellement motivés par leur travail qu'ils se rejoignent le soir. Donc, bienvenue à tous. Et puis, on pourrait même dire que ceux qui veulent venir accompagner à la dernière session le peuvent, hein. Ça peut être sympa aussi. Il y a de l'ambiance chez les Canos. Oui, c'est ça. Vous leur faites remarquer qu'il y a un petit miroir derrière, donc on voit exactement ce qu'ils font. Oui, j'ai déjà fait remarquer. Bon, super. Merci à tout le monde. Merci encore une fois, Amélie. Merci. Et à vous tous et à vous toutes de participer régulièrement. Et en plus, ce sera l'occasion de découvrir le visage de tous nos invités mystères qu'on n'a pas vu une seule fois à l'écran depuis. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme ça.